Au sommaire de ce journal, baisse du prix des billets d'avion, le consensus n'a pas apparemment été trouvé entre le gouvernement et les opérateurs économiques. Si le ministre de l'économie a publié un arrêté ministériel fixant des nouveaux prix, les opérateurs économiques exigent de nouvelles négociations selon certaines sources. Et puis, dossier Kalev, contrairement à plusieurs allégations, les anciens détenus de l'Agence nationale de renseignement ont dit n'avoir jamais subi des tortures lors de leur garde à vue. Vous suivrez leur déclaration dans ce journal. On parlera aussi de l'état de siège à Béni. L'armée a donné le bilan à mi-parcours des offensives militaires, tandis qu'en Ituri, les FARDC ont récupéré 6 localités autrefois sous contrôle des miliciens Codeco. Et en Afrique, en Côte d'Ivoire, libération des prisonniers politiques. Le pays célèbre ce samedi plutôt, son 61e anniversaire de l'indépendance. Un autre pas vers l'apaisement affiché par Ouattara après sa rencontre avec Laurent Gbagbo. Bienvenue à vous tous et merci de votre fidélité. À la une de l'actualité, le chef de l'État a lancé l'éclairage public à Ndjili Brasserie, quartier périurbain de la capitale. Le quartier Mikondo a été choisi comme le terrain d'expérimentation du projet test de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Initiateur de ce projet, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé la nuit tombée à Mikondo, à une trentaine de kilomètres du centre-ville, pour se rendre compte de l'effectivité de ce projet réalisé en 45 jours par l'entreprise Salectra, partenaire de Lancer. La phase test s'est déroulée avec succès sur un tronçon de près de 2 km sur cette artère de Ndjili Brasserie, éclairée par l'énergie solaire obtenue grâce aux panneaux photovoltaïques optiques. Pour les experts de Salectra, leur technologie a déjà fait ses preuves dans une dizaine de pays africains. Son directeur général, Samba Bakili, a précisé qu'après la signature d'un mémorandum d'entente avec Lancer, son entreprise a réussi à faire fabriquer localement les poteaux, à former les jeunes du quartier qui les ont installés, à ramener de l'étranger les composantes de base et à installer des lampadaires publics. Présent sur les lieux, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila, a fait part de sa satisfaction de voir aboutir ce projet qui participe à la réduction des poches noires, source d'insécurité dans la capitale congolaise. Cette cérémonie illustre de façon significative votre souci d'améliorer les conditions de vie des Congolais, a déclaré Gentini Ngobila devant le président de la République, et d'ajouter que l'électrification des quartiers périphériques de Kinshasa favorise aussi l'émergence d'activités économiques, a-t-il souligné. Pour sa part, le directeur général d'Anser, Chinamula, a loué l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et sa détermination à améliorer la desserte en eau et en électricité dans les milieux ruraux et périurbains. L'ODG de Anser a relevé la capitalisation de fonds en 2020 en faveur du projet Mwinda Epela avec une contribution présidentielle de 5 millions de dollars américains. Organe technique de l'État congolais sous tutelle du ministère des Ressources hydrauliques et électricité, Anser entend étendre ce projet au profit de près de 12 491 ménages couvrant 42 villages avec un portefeuille énergétique de 1689 kW en phase test. Dans les prochains jours, Anser entend aussi construire une centrale photovoltaïque à Menkao et à Walungu dans le sud Kivu. Parallèlement, ces efforts d'amélioration de la desserte en électricité dans la ville de Kinshasa, la Régie des eaux s'emploie aussi à finaliser les travaux de construction de 2 nouvelles centrales de captage et traitement d'eau dans la commune de Ngaliema et dans la commune de Ndjili. Et puis, 14e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État a encouragé le gouvernement à concrétiser son engagement à mettre en œuvre des politiques macroéconomiques crédibles pour la stabilité interne et externe de la monnaie nationale. On écoute à ce propos le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. La communication du président de la République a porté sur 5 points, à savoir de la nécessité de faire du franc congolais une monnaie forte et stable. Le président de la République a appelé à une réflexion profonde
pour faire de la monnaie nationale une monnaie forte, stable et compétitive, dans l'objectif d'agir pour l'amélioration des recettes collectées par les régies financières. Il a encouragé le gouvernement à concrétiser son engagement de mettre en œuvre de politiques macroéconomiques crédibles et d'accélérer les réformes structurelles devant, à terme, concourir au renforcement de la stabilité interne et externe de la monnaie nationale en vue d'améliorer significativement le pouvoir d'achat du citoyen congolais. Le renforcement de cette stabilité pourrait aussi trouver écho dans l'accélération du processus de dédollarisation par l'application stricte d'une série de mesures visant à utiliser le franc congolais comme unité de compte pour toutes les transactions sur le territoire national. Le gouvernement de la République et la Banque centrale du Congo devraient, dans cette optique, consolider les efforts pour faire de la monnaie nationale une monnaie stable et forte. Et puis je le disais, le gouvernement tient mordicus à la baisse du prix des billets d'avion ce samedi encore, après l'avoir confié au chef de l'État lors du dernier Conseil des ministres. Jean-Marie Kalumba a abordé cette question avec quelques experts et a publié une nouvelle grille tarifaire qui devrait être d'application immédiate. Ce que nous pouvons dire à l'opinion, que le gouvernement a un programme. Le programme du gouvernement, c'est de voir comment améliorer le social. Et nous sommes en train de partir secteur par secteur. Nous avons commencé avec le transport aérien parce que le Congo, c'est un continent. Le transport des marchandises du nord au sud et de l'est à l'ouest, c'est par avion parce que nos états de route ne sont pas bons. Le transport par voie ferrée est presque plus en bon état, alors il fallait qu'on commence par là. Et nous avons eu des réunions depuis des mois avec les transporteurs aériens et la Fédération des entreprises, et nous sommes arrivés à des consensus. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, après le nettoyage de la structure des prix, nous sommes tombés à un prix juste. Et c'est ce prix juste-là qu'on vient de communiquer aujourd'hui à la population. Notre rôle, nous, ministère de l'économie, c'est la protection des consommateurs et également la protection des entreprises privées. Les prix justes, c'est pas que nous avons rabattu des prix. Nous venons de pratiquer des prix qui doivent être pratiqués selon la réglementation. Ça entre en vigueur à la date de sa signature. Donc à partir d'aujourd'hui, mais bon, il y a des logiciels dont les opérateurs économiques doivent maintenant intégrer dans leur système les modifications des prix. Ils doivent modifier selon les trajets. Pour l'organisation administrative, on attend un peu, et ça peut prendre un jour, 2 jours, mais les nouveaux tarifs sont déjà là. Mais à ce sujet, selon certaines sources, le consensus n'a pas été trouvé lors de la rencontre entre les opérateurs économiques et le ministre de l'économie. Ces derniers auraient d'ailleurs saisi le Premier ministre pour demander que des nouvelles négociations aient lieu tenant compte de tous les aspects techniques pour éviter la mort du secteur dans le pays. Christopher Ochokoum. Prise dans l'intérêt de soulager la population, la baisse des prix du billet d'avion quasiment à moitié risque de causer plus de problèmes qu'il devrait en résoudre. Malgré le forcing du gouvernement, les opérateurs économiques refusent pour le moment de se jeter droit dans un mur pour des raisons évidentes. D'abord, c'est que le gouvernement désigne comme des négociations pour aboutir à de telles conclusions ressemblent beaucoup plus à des impositions unilatérales comme le prix uniforme du billet au lieu d'un minimum et maximum pour chacune des destinations tel que ce fut le cas dans le précédent arrêté en 2015. Une des conséquences directes de cette baisse de moitié sera la diminution du chiffre d'affaires des opérateurs économiques d'environ 42%, ce qui reviendra logiquement à la fermeture des entreprises car ne pouvant pas assurer l'économie de la sécurité des passagers. Mais encore, la méthode Kalumba, dans la fixation des prix, n'a pas tenu en compte des données techniques réelles et vérifiables. Avec pour but de baisser coûte que coûte les prix des billets, les experts du ministère de l'économie ont affirmé par exemple
que le prix kilomètre transporté d'un Airbus A320 était de 2800 litres par heure au lieu de 4000, tel que cela est reconnu mondialement. Les opérateurs économiques, inquiets de ce comportement, s'est indigné dans un mémo adressé au Premier ministre en prévenant des dangers qui guettent les secteurs. À court terme, si les gouvernements s'entêtent, 5 destinations devraient être supprimées en interne, à savoir Kananga, Mbujimaï, Mbandaka, Gemena et Kisangani. À moyen terme, l'on subira un bond en arrière avec le recours des Antonov, les fameux cercueils volants qui ont endeuillé plusieurs fois le pays parce que ne pouvant plus gagner assez pour entretenir les A320. Mêlé à tout ceci, la tristement célèbre pandémie de Covid-19 qui a paralysé les secteurs pendant plus ou moins 6 mois, puis l'éruption volcanique qui a causé 2 mois d'arrêt d'activité dans le hub Est, l'on ne pourra assister qu'à la mort pure et simple du secteur de l'aviation domestique en République démocratique du Congo. Ce que le gouvernement pourrait faire par contre, c'est améliorer le climat des affaires dans le pays, par ricochet, assurer l'augmentation du pouvoir d'achat de la population pour qu'ils soient de plus en plus nombreux à voyager. À ce jour, seulement 400 000 passagers sont enregistrés par an sur une population d'environ 100 millions d'habitants. Les concessions du gouvernement pour le moment sont dérisoires. La réduction des taxes ne compense pas la perte du chiffre d'affaires en cas de baisse de moitié du prix d'avion. Les opérateurs économiques sont quand même disposés à retourner dans la table des négociations. Seulement cette fois-ci, ils se disent ouverts à une baisse raisonnable du prix du billet d'avion, mais veulent que les discussions s'effacent sur base factuelle et technique. Et affaire Kalev Mutondo, des anciens détenus de l'Agence nationale de renseignement sont montés au créneau pour dénoncer des pressions et tentatives de corruption qui, selon eux, coulent l'ancien patron des renseignements. Dans une déclaration lue à Kinshasa, ils affirment n'avoir jamais été tabassés lors des différents gardes à vue dans les locaux de ces services. David Kilolo. Dans un communiqué conjoint de collectifs de mouvements citoyens, coordonné par Charles Luamba et des étudiants anciens pensionnaires de l'Agence nationale de renseignement. Ces activistes de droits de l'homme dénoncent la manipulation, les tentatives de corruption, ainsi que de nombreuses promesses leur proposées par le bâtonnier Jean-Claude Mouyambo, qui souhaite être accompagné dans sa démarche qui a pour objectif de charger Kalev Mutondo, à qui il reproche plusieurs griefs. Touché par le sentiment des défenseurs des droits humains, ces activistes relèvent qu'il est moralement répréhensible pour eux de soutenir une telle démarche qui non seulement repose sur les faussetés, mais aussi et surtout entre contradiction avec leur conscience, laquelle guide leur lutte pour un Congo meilleur, celui de leurs rêves où le respect de la dignité humaine et l'égalité devant la seule autorité de la loi sont assurés. Ce n'est donc pas parce qu'ils ont été privés injustement de leur liberté pendant le règne de Kalev Mutondo qu'ils devraient lui imputer même des choses qu'il n'a jamais faites. Et direction au Katonga, précisément à Lubumbashi, où la fondation Yannick Lumbu a inauguré plusieurs forages d'eau dans l'objectif de répondre aux besoins en eau potable de la ville. Ces forages d'eau ont été inaugurés sur fonds propres de la fondation. Offrir une eau potable à la population de Lubumbashi est l'une des priorités du couple Yannick et Priska Lumbu, qui ont choisi les quartiers Massangoshi dans la commune Rwashi pour lancer la série d'inauguration de puits de forage. Ils sont 5, éparpillés à travers différents quartiers de Lubumbashi, de Massangoshi à la Rwashi, en passant par le Wowoshi, Inira dans la commune annexe, Kilobelobe dans la commune Kampemba et Kasapa dans la commune Lubumbashi, ont aussi bénéficié de ces projets financés et matérialisés sur fonds propres de l'honorable Lumbungo Yannick. À son arrivée sur les lieux, l'homme du social, l'excellence Lumbungo Yannick, accompagné de son épouse et de sa délégation, ont été accueillis par une marée humaine venue lui témoigner sa profonde gratitude pour les gestes indélébiles dans son quotidien. 2 chants d'animation, 2 pas des danses ont précédé les mots du coordonnateur de l'ASBEL, les amis de Yannick Lumbu. Ici, l'humoriste Monseba n'a pas manqué d'agrémenter l'événement en appelant la population à un usage efficient de ces puits. La coupure du ruban symbolique a inauguré la tournée d'inauguration de ces puits dans plusieurs quartiers de Lubumbashi.
L'occasion faisant le larron, une dame vivant avec albinisme a reçu une somme importante d'argent de main de l'honorable Yannick Lumbungoy. C'est au quartier Kilobé que ceci s'est passé. Le jeune footballeur de la Dynamique Yannick Lumbu ont aussi reçu une enveloppe considérable. Et tout ceci porte la marque de l'honorable Lumbungoy Yannick. Et le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu était face à la presse ce vendredi à Béni, à la pelouse de l'hôtel Béni. Le général de brigade Sylvain Ekenge a donné le bilan à mi-parcours de l'état de siège. 2 mois après, l'armée a neutralisé 145 ADF et leurs collaborateurs, tandis que les opérations de terrain se poursuivent. On voit ça avec notre correspondant sur place, Martial Bendelo. C'était un échange sans tabou entre le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu et les journalistes. La situation en général sur l'état de siège, des avancées tout comme des échecs enregistrés jusqu'ici par une certaine opinion ont été passés au peigne fin par le général Sylvain Ekenge. Parlant du bilan à mi-parcours de l'état de siège, plus de 2 mois après, le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu a donné une cote positive avec plus de 145 combattants ADF et leurs collaborateurs neutralisés dans la partie nord de la province. Dans les suds, plus d'une centaine de miliciens issus des différents groupes armés locaux s'est rendu avec plus de 300 armes remises. Et sur le terrain, les opérations se poursuivent, mais avec quels moyens? L'état des sièges a été proclamé par le président de la République dans le contexte qui est le nôtre. Les moyens doivent venir du gouvernement. Est-ce que le gouvernement a tous les moyens? Non, le gouvernement ne peut travailler qu'avec les moyens disponibles. Que ces moyens soient maigres ou pas, nous devons faire notre travail avec ces moyens. Face aux journalistes, le général Sylvain Ekenge a dénoncé encore une fois la complicité de certains citoyens dans le malheur qui frappe les populations du Nord Kivu, un agissement qui retarde encore la restauration de la paix dans ce coin du pays. Il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas pour la population Nord Kivu. Là, je vous l'ai dit, je n'ai pas peur de le dire. Il y en a qui travaillent uniquement pour leurs intérêts. Et parmi les politiciens, les hommes d'affaires, c'est fréquent. Nous vivons avec l'ADF, nous dormons avec l'ADF, nous nous réveillons avec l'ADF, nous mangeons même avec l'ADF. Et la preuve est là. Il y a quelques jours, on vient d'arrêter une dame, chef de quartier de Rwangoma. Et lors de son arrestation, c'est toujours les collaborateurs des ADF. Des complicités politiciennes toujours décriées, mais jusqu'ici, aucun politicien n'a été interpellé. Pour le porte-parole du gouverneur, c'est à la justice de faire son travail. On connaît qui fait quoi, qui finance quel groupe armé. Aucun n'a été interpellé. L'armée n'interpelle pas. L'armée ne peut faire que des rapports. À qui des droits? C'est à la justice et à ceux qui des droits-là d'interpeller. C'est pas nous. Si on nous demande d'arrêter, on va arrêter. La guerre à l'Est a trop duré. Il est temps que nous parlions tous le même langage en faveur de la paix, afin de mettre un terme à la souffrance qui, comme pour la population civile, a également coûté énormément à l'armée. Plus de 2000 militaires ont déjà payé de leur vie depuis 2014 seulement dans la région de Béni, a conclu le général de brigade Sylvain Ekenge. Les FARDC ont récupéré 6 localités jadis contrôlées par les miliciens Codeco en territoire de Djougou dans la province de l'Ituri. Il s'agit de Kilo Mission, Livogo, Filo et Batata en secteur de Banyali Kilo, Kobu et Bambou. Selon le porte-parole de l'armée dans cette province, ces localités sont passées sous contrôle des forces loyalistes grâce aux offensives menées contre les rebelles. Les forces armées viennent de récupérer 6 localités jadis sous contrôle des éléments des Codeco. Aujourd'hui, ces centres de Kobu, vous tous vous connaissez, constituaient également un centre économique de ces bandits qui tracassaient la population, qui mettaient notre population mal à l'aise. Aujourd'hui, nous avons posé des actions concrètes, salvatrices, pour sauver cette population en libérant l'axe Bunia-Mungwalu. Aujourd'hui, vous pouvez sillonner comme les pousses du César sur cette route d'intérêt économique pour la province. Cela montre notre attachement à nos missions. Cela montre que le gouverneur militaire était pris de paix, de sécuriser sa population conformément aux instructions du commandant suprême des forces armées. Ces instructions sont telles que protéger la population, la libre circulation de personnes et de leurs biens. Voilà le bien fondé de l'état de siège en cette 3e phase que nous avons commencé. Et c'est là, ça sera de manière robuste. Et ça sera donc, je vous dis aujourd'hui, l'ennemi est au bout du rouleau par les forces armées.
La société civile de la province du Sud Kivu réfléchit avec le gouvernement de la République sur le retour de la sécurité dans la partie est du pays. Les discussions ont eu lieu dans un atelier. On voit ça dans ce reportage. Comment faire pour rendre réelle la paix dans la partie est de la RDC? C'est dans cette optique que la société civile du Sud Kivu a organisé un atelier à Kinshasa sous le thème « Retour de la confiance citoyenne et une sécurité publique régalienne en province du Sud Kivu ». Près d'une vingtaine d'acteurs de terrain de la société civile du Sud Kivu et autant de cadres des institutions de l'État central concernés par le processus de paix et de la réintégration des acteurs armés dans la société, une volonté partagée s'est matérialisée, celle des citoyens du Sud Kivu. Pour le président de la société civile Sud Kivu, cet atelier est plus qu'interpellateur à l'endroit du gouvernement. Cette confiance qui est la condition sine qua non pour le rétablissement de la sécurité dans notre province. Nous devons tous ensemble, société civile du Sud Kivu en particulier et de l'Est en général, et l'État congolais, travailler sur 4 axes fondamentaux avec des actions concrètes et réalistes. Prenant part à ces assises pour la journée de clôture, le président de la commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale a invité les différents participants à une collaboration avec les autorités centrales pour mettre un terme à cette situation chaotique que traverse la population de ce coin du pays. Et l'actualité en Afrique, cette fois pour terminer, un autre pas vers l'apaisement vient de se faire en Côte d'Ivoire à l'occasion des festivités du 61e anniversaire de l'indépendance du pays. Le président Alassane Ouattara a accordé la grâce présidentielle à 78 détenus politiques lors de son message à la nation. Il s'agit principalement des inculpés détenus suite aux événements survenus à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Commentaire de Bettin King. Attendu notamment par les 2 anciens présidents de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, ainsi que les partisans de leur parti politique, l'annonce de la libération provisoire de 69 personnes et la grâce de 9 autres détenus arrêtés pendant les violences politiques intervenues lors de la dernière présidentielle est un pas de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara vers la décrispation politique et la réconciliation. 3000 autres grâces présidentielles ont été annoncées pour des détenus à qui il restait 1 an ou moins à purger. Au cours de son message à la nation, en marge du 61e anniversaire de l'indépendance, Ouattara est aussi revenu sur les avancées enregistrées, surtout sur le plan sécuritaire, surtout dans la lutte contre le terrorisme et dans la gestion du Covid-19. Sur ce domaine, 1 million d'Ivoiriens ont été vaccinés. Il a rendu également hommage aux victimes de violences meurtrières. Le président ivoirien a salué la rencontre Bédié-Gbagbo, sans oublier celle qu'il a eue avec l'ancien président Laurent Gbagbo le 27 juillet dernier. Dans ce journal, place au rappel des titres. Baisse du prix des billets d'avion, le consensus n'a pas apparemment été trouvé entre le gouvernement et les opérateurs économiques. Si le ministre de l'économie a publié un arrêté ministériel fixant des nouveaux prix, les opérateurs économiques exigeraient des nouvelles négociations selon certaines sources. Et dossier Kalev, contrairement à plusieurs allégations, les anciens détenus de l'Agence nationale des renseignements ont dit n'avoir jamais subi des tortures lors de leur garde à vue. Ces anciens détenus ont dénoncé des pressions et tentatives de corruption qui, selon eux, coulent l'ancien patron de renseignement. Et puis, état de siège à Béni, l'armée a donné le bilan à mi-parcours des offensives militaires avec 145 ADF capturés, tandis qu'en Ituri, les FARDC ont récupéré 6 localités autrefois sous contrôle des miliciens Codeco. Et en Afrique, en Côte d'Ivoire, libération des prisonniers politiques. Le pays a célébré ce samedi son 61e anniversaire de l'indépendance. Un autre pas vers l'apaisement affiché par Ouattara après sa rencontre avec Laurent Gbagbo. Merci à vous tous de votre attention. L'actualité reste en continu sur votre chaîne.
Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Le professeur Antoine Kola Massala, ses enfants et ses petits-enfants, la famille Bakoma et l'église armée de Victoire ont la profonde douleur de vous faire part du décès de Madame Vuanga Bakoma, Christine, notre chère épouse, mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, enlevée à notre affection le lundi 26 juillet 2021 dans sa 69e année. La levée du corps est prévue pour le lundi 9 août 2021 à 9h30 à l'hôpital du Cinquantenaire et l'inhumation du corps aura lieu juste après l'oraison funèbre au cimetière Chemin du Paradis.